Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. C'était le 1er décembre 1944, au camp militaire de Thiaroye au Sénégal. Des Sénégalais, des tirailleurs sénégalais revendiquent leur dû, leur prime de guerre. Ils seront massacrés par l'armée française qui n'a pas du tout toléré une telle revendication. 81 ans après, l'incompréhension et la douleur sont toujours vives. Ce 1er décembre 2025, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en compagnie de son homologue gambien Adama Barrow, a présidé personnellement la cérémonie de commémoration de ce massacre à Thiaroye, au Sénégal. Une actualité sénégalaise que je reçois pour évoquer Amadou Sylla. Il est le délégué général de l'association SOS Casamance. Il est notre invité. Amadou Sylla, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je salue tous les auditeurs effectivement de votre chaîne. Que représente pour vous la commémoration de ce massacre il y a 81 ans à Thiaroye au Sénégal? Alors, cette commémoration, je pense que c'est extrêmement important parce que pour ce qui nous concerne, nous pensons que c'est une question de dignité humaine, oui. Des victimes, des personnes effectivement qui ont servi une cause noble et qui malheureusement n'ont pas été reconnues, n'ont pas été... en fait, ont été victimes d'une barbarie de la puissance coloniale. C'est ça la vérité. Donc je crois qu'aussi c'est important en termes de lecture, au-delà de l'indignation qu'on peut faire, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une histoire aujourd'hui qui nous habite, qui nous appartient. Donc il va falloir l'aborder avec beaucoup plus de sérénité et de lucidité parce que c'est une histoire qui doit être transmise. Et donc, dans cette perspective-là, je crois que quand on analyse bien les choses et qu'on voit le contexte de la France coloniale de l'époque, oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'avec la France ayant fait appel effectivement à ces tirailleurs africains, ces combattants africains dits tirailleurs sénégalais, qui n'ont pas choisi volontairement de venir, mais qui ont été quelque part contraints à participer à cette guerre-là et qui ont cru aux valeurs pour lesquelles on les a mobilisés, parce que c'était quand même des valeurs de paix, c'était aussi la dignité de la France qui était menacée dans cette guerre, et que ces tirailleurs, ces combattants ont jugé utile, vu aussi les relations qui sont créées entre la puissance coloniale et les États africains, qui a fini par créer des affinités, de façon tout à fait humaine. Ces tirailleurs se sont mobilisés de force ou de gré pour participer à cette guerre-là. Je crois que ce que la France devrait faire, ce n'était pas effectivement de réagir de cette manière-là, mais encore une fois, je crois que le système colonial était très brutal. C'est ça qu'il faut quand même souligner. C'était ça, hein, la brutalité du système colonial. Malheureusement, ces tirailleurs n'ont pas échappé à cette brutalité du système colonial et puis ils ont été les victimes. Donc ça, il faut le constater. Récemment, le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu qu'il s'agissait d'un massacre. Exactement. Mais ça ne semble pas encore suffire pour contenter la partie sénégalaise. On va dire quoi? Le pouvoir sénégalais, votre président l'a dit, hein, que oui, c'est une démarche dont il faut prendre acte, mais il faut plus que ça. Il faut aller vers des excuses, voire plus. Mais ça va venir. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas les choses. Quand c'est une histoire de cette nature-là, on ne va pas, quelle que soit la lecture qu'on peut en faire, la compréhension qu'on peut avoir, les choses ne se décrèteront pas, mais c'est une bataille qui s'inscrit dans le temps, dans la durée. Et le fait déjà que François Hollande ait commencé, parce que c'est lui qui a commencé à reconnaître un peu effectivement le sacrifice de ces tirailleurs, en essayant quand même de régulariser un peu un certain nombre de tirailleurs qui étaient sur le sol français à l'époque. Et puis Macron vient effectivement s'inscrire dans cette dynamique-là. Moi je crois qu'il y a une dynamique
qui est déclenché. Il faut maintenant la partie africaine de façon générale. Il n'y a pas que sénégalais, parce que quand on parle des tirailleurs sénégalais, il n'y a pas que des sénégalais, c'est aussi... Bien sûr. Voilà. C'est une histoire africaine. Africaine. Donc à partir les tirailleurs sénégalais, ce n'était pas que des sénégalais. Voilà. Donc à partir de ce moment-là aussi, c'est aux Africains d'avoir l'intelligence qu'il faut pour, en tout cas, essayer de l'aborder, de négocier, et pour que effectivement la valorisation effective de la mémoire de ces tirailleurs-là soit une réalité, et que tout ce que la France dispose à sa possession en termes d'archives, en termes d'informations, puisse être partagé, et que la France, les États africains acceptent que cette histoire-là, c'est leur histoire. Mais qu'est-ce qu'ils en font pour l'avenir? C'est aussi ça la question. Donc je crois que tout ça, il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité, et que ça soit une histoire pas conflictuelle, mais une histoire aussi qui s'inscrit dans un avenir beaucoup plus radieux, où on dira plus jamais ça. Je crois que ça, c'est très très important. Et cette exposition de ce 6 décembre que vous avez organisée à Paris, quel sens faut-il donner à cela? Alors, la mémoire des tirailleurs. Oui, la mémoire des tirailleurs. Alors, c'est important peut-être de parler du contexte, parce que c'est vrai qu'une association comme la nôtre, quand on dit SOS Casamance, mais c'est pour la paix en Casamance, c'est pour la Casamance. Encore une fois, je pense que la perception que l'opinion a sur la question casamançaise fait qu'après, voilà, on reste encore sur des lectures qui ne sont pas du tout des lectures propres. On peut dire que c'est en fait très imagé, mais la réalité dans tout ça, c'est que c'est une question pour moi. Une structure comme la nôtre, c'est toujours mobilisée pour défendre un peu la question de la dignité des victimes de la crise. Et donc, dans cette optique-là, effectivement, le fait d'être en France, la France aussi, le fait d'être en France, de vivre en France, d'avoir une association qui fonctionne, c'est que ça façonne aussi notre perception. Ça façonne aussi notre militantisme, ça façonne aussi notre projet associatif. Et donc, partant de là, je crois que la question des tirailleurs, effectivement, s'est invitée naturellement sur ce chemin-là. On s'est rendu compte qu'en fait, oui, mais là, les tirailleurs, c'est nous aussi. Les tirailleurs, c'est aussi la question de la dignité de l'homme noir. C'est aussi les problématiques que nous rencontrons, nous, en tant qu'associatifs, parce que tout simplement, on voit la question migratoire, le parcours migratoire des uns et des autres est tellement difficile dans ce pays-là, parce que tout simplement, on nous renvoie toujours à des clichés qui ne sont pas forcément la vérité. Bon, alors que là, par exemple, la question des tirailleurs sénégalais, c'est une question quand même que nous partageons avec la France. C'est une histoire que nous partageons avec la France. Et qu'est-ce que une douloureuse histoire. Voilà. Et qu'est-ce que nous, après, on peut dire à nos enfants? Bon, c'est aussi ça la question. Je dis, nos enfants sont nés ici, grandissent ici. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur fait comprendre? Qu'ils font partie aussi de l'histoire de la France. Qu'ils n'ont pas effectivement à se sentir marginalisés. Enfin, de l'histoire coloniale. De l'histoire coloniale. Moi, je disais, il y avait un truc que j'écrivais, j'ai dit l'Empire colonial français, moi, je suis un héritier de l'Empire colonial français. Pourquoi? Parce que c'est un empire colonial qui a voulu faire de moi ce que je suis, qui m'a donné la langue française, qui a voulu que je sois un indigène ou un citoyen français. Mais c'est toutes ces questions-là, à un moment donné, qui sont aussi importantes à faire émerger pour créer une sorte d'apaisement dans notre mémoire, pour créer une sorte d'apaisement dans notre parcours. Parce que c'est vrai que si on n'est pas apaisé face à ces situations-là, individuellement et collectivement, on va toujours rester dans l'instabilité émotionnelle, dans l'instabilité psychologique, et puis voilà, ça va apparaître dans tout ce que nous voulons construire, et ça, malheureusement, ça ne nous sert pas. Et pour moi, après, à un moment donné, il faut qu'on soit très mobilisé pour faire part. Donc cette exposition-là, pour revenir à la question, ça renvoie à ça, et que c'est une exposition, il y a dans le 18e arrondissement, la ville de Paris, et avec la mairie du 18e, effectivement, ont inauguré une place qui s'appelle la place des tirailleurs sénégalais, où on a participé en tant que structure associative de façon active à mobiliser les habitants, les associations, tout ça. Et je crois que ça a été un déclic pour nous de dire, écoute, il y a déjà une opportunité qui est là, notre devoir, aujourd'hui, c'est aussi de participer à ce que la valorisation de cette mémoire-là soit beaucoup plus partagée et que les gens soient... Aussi bien en France qu'en Afrique. Exactement, en France. Des deux côtés, parlons maintenant de la politique sénégalaise. Alors, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de supputations au sujet d'une quelconque ou d'une certaine tension entre les deux têtes de l'exécutif sénégalais, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui entretiendrait des relations difficiles
avec le président de la République. Quel est le regard que vous portez sur cette question-là? Ben, après, c'est la réalité du pouvoir. Naturellement, toujours il y a des tensions, il y a des choses, quand on est dans l'opposition qu'on ne voit pas, quand on arrive au pouvoir, effectivement, le pouvoir est ainsi fait. Donc, ce qui fait que ça peut créer des tensions, mais quoi qu'il en soit, moi je pense que ce qui est fondamental, c'est l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais qui sont extrêmement importants. Les Sénégalais sont extrêmement fatigués aujourd'hui, ils ont la question de la dette, ils ont la vie chère. Rien que ça, je crois que ça doit être vraiment des motifs ou des raisons qui doivent mobiliser davantage les deux hommes. Ils ont des desseins liés. Que Ousmane Sonko se fâche avec Diomaye ou Diomaye se fâche avec Sonko, l'échec de Diomaye, c'est l'échec de Sonko. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si l'un ne va pas sans l'autre, donc ça veut dire qu'en fait, ces deux destins liés, ça mange la perception que j'ai. Bon, ils réussissent en tout cas à créer une dualité qui capte l'opinion, effectivement, qui capte le débat public, mais en réalité, je pense que ça peut être des stratégies. Alors concrètement, puisqu'il faut dire les choses de façon concrète, le Premier ministre ne se sentirait pas assez posé dans sa fonction de Premier ministre, de chef de gouvernement. Vous savez que récemment, l'ancien président Abdoulaye Wade du Sénégal a donné une interview. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que ce n'est pas facile d'avoir un Premier ministre qui a des ambitions présidentielles. Oui. Comment vous comprenez ça? Ben oui, après Ousmane Sonko, on lui prête effectivement les ambitions présidentielles. Bon. Ah ben ça c'est connu, je sais pas. Le président, normalement, c'était censé être lui. Oui, mais entre... L'actuel président est devenu président par hasard, on va dire. Non, même pas par hasard. Je crois qu'il le mérite. Hein, parce oui, totalement. Non, ça n'a rien à voir avec le mérite, bien sûr. Oui, il le mérite. Moi, je pense qu'après, c'est vrai qu'on dit, ça devrait être Ousmane. Non, moi, je pense qu'après, il est devenu président parce qu'il devrait être devenu président de la République. Après, Ousmane, les circonstances ne lui ont pas permis d'être président de la République. Il est Premier ministre, mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Donc, ça, être au pouvoir aussi, c'est pas donné à tout le monde. Être aux commandes, avoir une position politique aussi forte, c'est pas donné à tout le monde. Donc quand vous avez un tel pouvoir politique et être Premier ministre, je crois que vous avez tout. Maintenant, tout le reste, c'est une question de stratégie. Il faut rassurer les gens, il faut travailler, il faut répondre aux aspirations, faire en sorte que vous apportez des éléments de réponse aux aspirations des populations. Pour moi, c'est le seul combat. Après, le peuple jugera. Mais bon, pour l'instant, on est un peu loin de tout ça. J'espère que peut-être, voilà, c'est une question d'expérience, peut-être de temps, mais ça viendra. Mais encore, ils ont en tout cas besoin de mobiliser tous les Sénégalais autour de ce projet-là. La bonne nouvelle, M. Sylla, c'est que ce 3 décembre, le président de la République vient de décider une sorte on va dire, de réforme politique et institutionnelle qui renforce le Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre, il a dit, j'ai besoin d'un super Premier ministre avec beaucoup de pouvoirs, j'ai besoin des DG avec des pouvoirs renforcés, j'ai besoin d'un super Premier ministre. Finalement, c'est bon, tout va bien. Ben oui, finalement, le message, il faut qu'ils comprennent que les Sénégalais ont faim. Il faut qu'ils comprennent que les étudiants demandent leur bourse. Il faut qu'ils comprennent que les paysans s'inquiètent. Il faut qu'ils comprennent que, voilà, aujourd'hui, il y a des demandes sociales. Donc, il n'y a plus de débat. Il faut apporter des éléments de réponse. C'est ça que les gens cherchent, c'est ça que les gens attendent d'eux. Donc, s'il a tous les pouvoirs, effectivement, comme la presse l'a relaté, et puis comme vous venez de le dire, moi, je crois qu'il n'y a plus place à parlementer. Ce qui lie les deux hommes est si fort qu'ils seront toujours à l'abri d'une quelconque rupture. Oui, après, la réalité du pouvoir, c'est tout autre. Hein, parce que demain, il est président, il n'est pas seul président, il est une institution qu'il incarne, donc il ne fait pas ce qu'il veut. Donc Ousmane aussi, malgré tout ce qu'il montre, il incarne une institution, il ne fera pas tout ce qu'il veut. Forcément, il y a des choses qu'il a envie de faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, je crois que SOS Casamance, quel est aujourd'hui le rapport qu'il y a entre cette entité, cette partie du Sénégal et le pouvoir central? On sait que de par le passé, il y a eu des moments de tension, sous Macky Sall bien sûr, mais un peu avant lui, mais depuis quelques années, on va dire, les choses semblent plus calmes. Qu'est-ce qui a été les ressorts de cette accalmie
que nous observons aujourd'hui entre l'État central et votre région, la Casamance? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... On peut faire une lecture multiple, d'abord à l'intérieur du Sénégal, que la vision politique qui a été mise en place, qui consiste effectivement peut-être à avoir une approche, bien volontairement, une approche politique, qui consiste à dire, OK, moi je vais essayer d'investir au maximum sur des infrastructures pour faire certaines choses. Il y avait, bien avant que Macky Sall n'arrive au pouvoir, des revendications qui étaient mises sur la table, notamment la question du désenclavement, que nous avons, nous, porté à l'époque aussi dans le cadre d'un mémorandum, et qu'on constate qu'aujourd'hui, aller en Casamance, ce n'est plus une question il y a de cela, par exemple, une dizaine d'années, où pour aller en Casamance, il faut faire le contournement, tout ça. Il y a un pont. Ah oui, donc, bien sûr, voilà. Récemment à Ziguinchor. Voilà, donc... C'était fluide. Voilà, donc ça, déjà, ça a été une revendication qui a été portée, qui a été résolue, que Macky Sall a apporté des éléments de réponse, et puis le désenclavement aussi en interne avec la construction des routes, tout ça. Donc, je crois que, voilà, il a fait un choix avec des impacts visibles, et en même temps, en négociant avec, effectivement, les forces du MFDC, et en s'appuyant aussi sur les pays limitrophes, comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, pour, en tout cas, créer les conditions de contenir effectivement cette stabilité-là. Je crois que ça, c'est des constats qu'il faut faire et puis qui ont contribué à tout ça. Maintenant, quand Macky n'est plus là, c'est le nouveau régime qui arrive. Bon, les Casamancés, la jeunesse casamançaise souvent que j'entends, se félicite en se disant nous avons un Premier ministre. Et ce de temps, le Premier ministre est de la Alors, le défi est énorme, mais malheureusement, je crois que ce Premier ministre-là n'a pas quand même la bonne lecture des attentes de ces populations-là. Vous pensez ? Oui, je pense très bien. Moi, c'est mon sentiment très, très profond. Et je pense que ce sentiment-là est partagé parce que moi, je suis le Premier ministre d'origine casamançaise. Écoutez, je mettrai en place un plan effectivement spécial pour apporter des éléments de réponse spécifiques à tous ces problématiques. Vous êtes le Premier ministre de tout le Sénégal, il n'est pas le Premier ministre de la Casamance. Mais oui, mais attends, quand Macky Sall a lancé son plan spécial pour la Casamance, il n'est pas casamancé, mais il l'a fait au nom d'une logique, au nom d'une justice. C'est vrai. Voilà, et au nom de cette justice-là, au nom aussi du respect de la dignité de ces milliers de personnes qui ont souffert, qui souffrent encore et qui attendent, moi je mettrai en place des choses et je pense que ça, tous les Sénégalais se solidariseront avec ce plan-là. Malheureusement, le constat, rien n'a été avancé. C'est quoi les éléments concrets et défavorisants aujourd'hui en Casamance? Qu'est-ce que Thiès a de plus que Ziguinchor? Oui, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que la Casamance sort d'une situation de gouffre depuis plus de 40 ans. Il y a des villages qui sont complètement déconstruits. Il y a des populations qui errent encore dans la sous-région, qui sont des réfugiés. C'est vrai. C'est pas concevable. Et aujourd'hui, il faut reconstruire. Et ça se fait dans des conditions tout à fait lamentables. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas la dignité de ces populations-là. On pense que c'est normal, mais moi, je trouve que c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, en tout cas, personnellement, je pense que le Premier ministre, en tant qu'originaire de la Casamance, il a un défi et que l'histoire le jugera. Parce qu'on dira, pour la première fois, on a un Premier ministre d'origine casamançaise qui n'a rien fait pour la Casamance. Qui n'a pas fait ce que les autres ont fait. Il faut patienter. On va patienter, mais après, il faut quand même prendre des mesures fortes et annoncer des choses claires. Voilà. Si les annonces ne sont pas faites, c'est qu'après, on n'a pas de visibilité sur ce qui peut se faire. Donc, je crois que ce côté-là aussi, c'est une manière d'alerter, de dire attention, on vous regarde, mais pensez à nous. Dernier point pour finir cette émission, monsieur Amadou. Si là, vous venez d'écrire au président de la République au sujet d'un confrère qui est en détention pour une infraction commise en 2018. Il s'agit de l'affaire, de la douloureuse affaire de coupeur de bois. C'était quoi l'objectif de votre courrier que vous avez adressé au président de la République concernant ce confrère? Oui, parce que moi, je pense que la justice a déjà fait son travail. Oui, c'est bien de commencer par là. Voilà, la justice a fait son travail. La justice l'a condamné. Il se trouve qu'au-delà de tout, c'est un garçon qui a une famille, c'est un garçon depuis bientôt une dizaine d'années qui est effectivement en prison. Il a été emprisonné avec des complices, des gens aussi supposés effectivement participer à cette opération, mais qui ont été libérés.
Donc, malheureusement, lui, il se retrouve effectivement en détention. Nous, en tant qu'organisation casamançaise, où nous avons des relations avec en fait, toutes ces personnes qui souffrent, donc nous avons jugé utile, en examinant un peu sa situation, que peut-être c'était quelqu'un qui est victime. Il a été victime, il n'a pas été prudent, il se retrouve victime peut-être d'une naïveté, quelque part. Ça peut être ça, parce que tout simplement, il a dû croire de bonne foi certaines choses, en créant... Parce qu'il y a des choses qui le compromettent. Et malheureusement... Qui le compromettent. Oui, je suis d'accord, mais malheureusement, il se retrouve dans une situation où il n'arrive pas trop à s'exciper. Bon, cela dit, je crois qu'aujourd'hui, on est en face, une fois que la justice a fait son travail, tout ce qu'on peut faire, chacun a une dignité, qu'il soit criminel, qu'il soit... Voilà. Et le président, c'est le seul qui peut apprécier un certain nombre de choses. Donc c'est pour cela que nous avons écrit au président pour lui demander de lui accorder vraiment une grâce présidentielle, qu'il puisse vraiment retourner, revoir sa famille, retrouver ses enfants. Et on espère effectivement que, bon, par la clémence présidentielle, peut-être qu'il arrivera, le président arriverait peut-être d'ici la fin de l'année à lui accorder effectivement une grâce présidentielle. Quelle suite sera donnée à votre courrier et à cette demande? La suite nous le dira. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Amadou Sylla, je rappelle que vous êtes délégué général de l'association SOS Casamance. Merci d'avoir été notre invité. Mais c'est moi qui vous remercie en tout cas de cette invitation et je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.